Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux INP. Si vous vous intéressez aux problématiques environnementales, peut-être avez-vous lu dernièrement des articles de presse sur le Sea Kite, ce catamaran unique au monde. J'en cite quelques-uns. Bassin d'Arcachon, le révolutionnaire Sea Kite d'Yves Parlier se jette à l'eau, écrit Sud-Ouest. Navigation décarbonée, le Sea Kite d'Yves Parlier en test grandeur nature, selon Science et Avenir. Ce navire, c'est un laboratoire flottant pour la Tribune. Saviez-vous que derrière ce projet se trouve notamment une équipe de Bordeaux INP ? Pour en parler dans ce podcast, nous allons rencontrer le navigateur Yves Parlier et Patrick Lanus, maître de conférence HDR à l'ENSERB Matmeka, une des 6 écoles publiques de Bordeaux INP, qui participent à l'élaboration de ce projet. Qu'est-ce que le Sea Kite ? À quel enjeu environnemental répond-il ? Quelle innovation porte-t-il ? Et comment l'établissement participe-t-il à ce projet ? Voilà quelques-unes des questions abordées dans ce podcast dans lequel nous prendrons aussi un moment pour faire un tour de l'actu de Bordeaux INP et donner la parole à un autre enseignant-chercheur dans la chronique du mois. Bienvenue et bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, nous sommes à La Teste sur le bassin d'Arcachon, dans les locaux de la société Beyond the Sea. Nous sommes avec Yves Parlier, bonjour. Bonjour. Et Patrick Lanus, bonjour. Bonjour à tous. Nous allons prendre le temps de raconter cette innovation. Mais pour commencer, pouvez-vous, Yves Parlier, nous décrire où sommes-nous ici ? Eh bien, nous sommes à l'entreprise Beyond the Sea où on développe des systèmes de traction de navires par kite. Il y a une partie atelier, il y a une partie bureau d'études et il y a une partie bureau où on s'occupe de l'entreprise d'une manière générale. Et on est à côté du port d'Arcachon où il y a ce fameux catamaran, le Sea Kite, qu'on a mis à l'eau donc il y a un peu plus d'1 an. Pouvez-vous nous dire chacun quelle est l'innovation qui est travaillée ici ? De quoi s'agit-il ? Donc en fait, tout le monde connaît aujourd'hui le kitesurf. Un kite, c'est un cerf-volant avec des performances aérodynamiques très intéressantes qui donc est un sport mature aujourd'hui avec des techniques bien maîtrisées. Nous, on essaye de transposer ces connaissances, ce savoir-faire et on l'adapte à la traction des navires, des bateaux. Donc des efforts plus importants et aussi des problématiques différentes, notamment pour renvoyer le kite, pour le récupérer ou pour le piloter. On dépasse les efforts de l'humain, donc il faut rendre ça le plus automatisé possible, avec le moins d'intervention humaine possible. Donc c'est l'objet de notre travail de tous les jours. Et vous, Patrick, comment résumeriez-vous les points forts, dans les grandes lignes, les points forts de ce projet ? Alors, un kite, c'est un bel objet, mais c'est un objet qui, lorsqu'on veut le diriger, le commander, ce qu'on appelle un vol dynamique, c'est-à-dire lorsqu'on veut le faire bouger dans le ciel pour exploiter au maximum ses forces de traction, c'est un objet qui est difficile à contrôler, qui a des comportements assez délicats. Et donc, l'automaticien que je suis cherche à gérer au mieux, c'est-à-dire de façon optimale, ce kite pour en maîtriser les trajectoires et pour donc maximiser les efforts qu'il peut générer sur le bateau. Alors, c'est une belle histoire. L'histoire aussi d'une rencontre entre un navigateur et pas n'importe lesquels. Est-ce que je peux vous demander de lister quelques-uns de... Oui, donc j'ai commencé par une course transatlantique qui s'appelait la Mini Transat, que j'ai gagnée en 85 sur un bateau que j'ai construit moi-même, qui était déjà très innovant avec un mât en carbone, qui était le premier mât en carbone. Après, je crois que j'ai gagné 5 ou 6 transatlantiques en solitaire. J'en ai gagné une en double avec Eric Tabarly. J'ai participé à 3 Vendée Globe et gagné aussi quelques autres courses, notamment la Route de l'Or de New York à San Francisco. La rencontre entre un navigateur et un chercheur des thésards, des compétences, celle de l'ENSERB Matmeka. Avant de rentrer dans les détails, nouveau rendez-vous dans les conversations de Bordeaux INP. Avant de vous entendre davantage, nous vous proposons un flash actu. Voici les dernières infos sélectionnées pour vous et enregistrées depuis les locaux de Bordeaux INP.
Et bonjour Véronique Palais. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de Bordeaux INP en charge de la recherche et du transfert. Je vous remercie de nous avoir rejoints. Et vous allez nous donner la principale actu abordée aujourd'hui. Elle concerne une distinction. Oui, alors donc c'est la distinction d'Alexander Kuhn qui a reçu récemment la médaille d'argent du CNRS. Donc tous les ans, il faut savoir que le CNRS récompense des chercheurs et des chercheuses pour l'originalité, la qualité et l'importance de leurs travaux de recherche qui sont reconnus sur le plan national et international. Et cette année, donc, Alexander Kuhn, notre collègue enseignant à Bordeaux INP, professeur, chercheur à l'ISM, a reçu la médaille d'argent. Cette médaille d'argent, elle le récompense pour ses systèmes électrochimiques qu'il a développés tout au long de sa carrière. Et lui et son équipe travaillent effectivement sur des systèmes bioélectrochimiques qui ont des propriétés nouvelles. Donc, ils jouent sur une synergie, disons, entre la chimie et la physique et un peu de biologie, et ils façonnent des systèmes électrochimiques aux propriétés surprenantes, voire inédites. Et Alexander, donc, a été récompensé pour sa virtuosité dans ses recherches. Merci Véronique Palais. Pour en savoir plus, nous pouvons conseiller à nos auditeurs de se rendre sur le site du CNRS. En bref, une autre info, le chiffre du mois, c'est 190. 190 entreprises ont été accueillies ces dernières semaines au sein des écoles de Bordeaux INP. Pourquoi ? Pour proposer essentiellement des offres de stage et aussi des offres d'emploi auprès des 2500 élèves ingénieurs. Les dernières actus sur le site bordeaux-inp.fr. Retour ici à La Teste où est pensé le Seakite, ce catamaran porteur d'innovation environnementale notamment très forte avec Yves Parlier et Patrick Lanus. Yves Parlier, nous allons revenir sur l'origine de ce projet. Pouvez-vous nous raconter comment vous est venue l'idée ? Alors en fait, quand on fait le tour du monde sur un voilier, on a totalement la sensation d'être sur notre planète Terre ou notre planète Mère, avec la notion de déplacement de cette planète par rapport aux étoiles, au Soleil. Quand j'ai commencé ma navigation jeune, on naviguait au sextant. Et on est totalement en relation avec les éléments météo, puisqu'on dépend du vent qui est créé par les dépressions, les anticyclones. Cette notion, elle nous habite, on se sent au sommet de cette sphère, et quelque part, on a la vision globale du système, beaucoup plus qu'on ne peut l'avoir à terre. Et progressivement, j'ai travaillé avec l'ancien IMS, l'ancien laboratoire IXL, ça s'appelait sur les énergies. On a fait avec eux le premier tour du monde sans énergie fossile en 96-97. Et en 2000, j'ai dématé et je me suis retrouvé sans mât. Et un bateau sans mât, j'ai pensé au kite. Et quelque part, à un moment donné, j'ai voulu trouver un second souffle à ma carrière. J'ai eu un grave accident de parapente où j'ai eu des séquelles à la jambe droite. Et pour me reconvertir, je savais faire marcher un bateau, je savais concevoir un bateau et je savais utiliser le vent. Et je me suis dit, l'homme a toujours utilisé le vent depuis des millénaires. Et aujourd'hui, en l'espace de 100 ans, en fait, c'est très récent, le pétrole a tout balayé, quoi. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y avait des bateaux à voile. Et aujourd'hui, avec les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, ça me paraissait tellement évident que les marins doivent réutiliser le vent. Je me suis mis en tête ce projet et en réfléchissant, en me rappelant ce dématage, le kite m'a paru une évidence parce que le kite, il y a très peu d'interface entre le tissu, le textile et le mécanique, ce qui est un facteur d'usure très important. Il prend très très peu de place, il peut tirer énormément.
Donc il a beaucoup d'avantages. J'ai confronté cette idée avec différents armateurs. En 2007, je suis allé voir la CMA-CGM et progressivement, j'ai monté un projet et je me suis associé, entre autres, donc, au laboratoire IMS pour attaquer ces recherches et c'est comme ça que c'est parti. Alors on peut effectivement trouver sur internet, sur le compte YouTube de votre société Beyond the Sea, un extrait du film Le Robinson des Antipodes d'Hervé Corbière qui revient sur cette histoire de dématage en l'an 2000 pendant le Vendée Globe dont vous parliez. Ce que vous disiez, c'est qu'il y a aussi une prise de conscience environnementale. La prise de conscience qu'il faut aujourd'hui, dans le domaine de la navigation, répondre aux enjeux de l'époque. En fait, sur un bateau, et notamment autour du monde, vous êtes extrêmement économe de tous vos consommables. Vous suivez leur consommation et vous réduisez si vous vous dites il n'y en a pas assez. Et quand vous faites l'analogie avec votre planète, vous vous dites on est 8 milliards aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ceux qui exploitent le pétrole, ils en extraient un maximum et ils ne se préoccupent pas ni de l'épuisement de la ressource, ni des conséquences qu'on a quand on le crame. Donc on n'est pas du tout dans le même schéma. Et quand on prend conscience de ça, on se dit on va forcément dans le mur. Et donc personnellement, ça m'a motivé pour me lancer dans un projet qui avait un peu de sens et apporter ma pierre à l'édifice sur effectivement les connaissances que je pouvais avoir moi sur le vent et les bateaux. Et puis la formidable croyance que j'ai moi de l'innovation en voile, c'est phénoménal, et les progrès qu'il y a eu entre le moment où je suis né et où je me suis passionné de la voile et les performances aujourd'hui. Un bateau à voile va aujourd'hui 2 fois plus vite qu'un bateau à moteur, donc au large. Donc pourquoi ne pas utiliser le vent ? C'est pour moi encore une énigme qu'il y ait tous ces bateaux à moteur qui n'utilise pas le vent quand il est là. Patrick Lanus, comment se fait la prise de contact avec les équipes de Beyond the Sea et quelle est l'implication de Bordeaux INP dans ce projet ? Alors avec Beyond the Sea, comme l'a dit Yves, donc la relation est ancienne et en fait la première collaboration que nous avons eue a permis la soutenance d'une thèse en 2018, donc doctorat en 2018, et donc ça veut dire que le travail effectif avec Beyond the Sea a dû commencer vers 2013-2014. Puisqu'une thèse c'est à peu près 3-4 ans. Donc Yves nous a contactés assez tôt car l'idée majeure de ce projet, enfin une des idées de ce projet, c'est d'utiliser le kite dans ce qu'on appelle le vol dynamique, c'est-à-dire en fait on fait faire des 8 à un kite de façon à ce que le kite ait toujours une vitesse assez importante, une vitesse de vol importante, une vitesse relative par rapport au vent, ce qui permet d'avoir des forces générées très, très fortes dans la mesure où les forces générées par un kite sont liées, on va faire un peu de mathématiques, au carré de la vitesse. Donc si vous multipliez la vitesse par 2, vous multipliez la force par 4, etc. Pour obtenir ces vitesses importantes, il est nécessaire de contrôler la position du kite en temps réel, de façon très, très précise, avec des algorithmes relativement évolués. Donc des algorithmes automatiques qui ne vont pas faire appel à la maîtrise, à l'homme, qui vont se dérouler tout seuls. Et ces algorithmes-là font appel à ce qu'on appelle de la commande robuste, de la commande optimale, différentes techniques de stratégie de commande. Voilà. Alors on parle d'aile de kite. Concrètement, le kitesurf, c'est ce sport de glisse qui consiste à se positionner sur une planche en étant tracté par un cerf-volant qu'on appelle aile ou voile. La différence ici, en plus de la taille des ailes, c'est l'utilisation d'algorithmes, c'est ce que vous nous expliquez. Oui, donc l'utilisation d'algorithmes. Alors un algorithme, il fonctionne à partir de données qu'il reçoit et pour générer, il prend des décisions. Alors ces données proviennent de capteurs, c'est-à-dire qu'en fait le kite ou le système de contrôle du kite est équipé d'un ensemble de capteurs qui nous indiquent où se trouve le cap dans le ciel, quelle est la direction du vent, enfin un ensemble d'éléments. Et puis ça utilise des actionneurs qui vont modifier en fait les longueurs de lignes, ce qu'on appelle les lignes arrière, qui sont reliées à l'arrière du kite, qui vont permettre de faire tourner le kite et donc de lui faire suivre les trajectoires que l'on veut. Quel est l'enjeu du projet du point de vue de la réduction donc de la consommation carbone ? Alors,
On espère faire gagner 20% d'économie pour les navires, ce qui est assez considérable, hein, sachant que les navires de marine marchande émettent 3% des gaz à effet de serre générés par l'homme. Donc c'est déjà un enjeu formidable qui s'adresse finalement à tous les bateaux existants. On a l'avantage avec cette technique de pouvoir l'adapter aux bateaux existants. Il faut savoir qu'un bateau, ça dure 30 ans, voire même 40 ans. Et que c'est très très difficile de renouveler la flotte, parce que les chantiers navals sont pleins au niveau carnet de commandes, et aujourd'hui c'est moins de 2% de bateaux neufs qui sortent tous les ans. Et même les bateaux neufs, aujourd'hui, il leur faut, à mon sens, une traction par kite. Et aujourd'hui, on n'a rien trouvé de plus efficace que le pétrole. Le vent, il faut l'utiliser quand il est là. C'est lui qui a vraiment zéro impact. C'est une traction directe. Pour donner une idée, un kite d'une tonne, il va avoir un impact significatif sur un bateau qui pèse 100 000 tonnes. Donc un petit moteur d'une tonne qui n'a pas de carburant génère la traction de 100 000 fois son poids. Patrick Lanus, deux thésards travaillent également sur ce projet sous votre direction. Quel est leur domaine de recherche ? Alors, ces deux thésards prennent la suite en fait, de la thèse qui a été faite en 2018. Donc, ces deux nouveaux doctorats ont débuté en octobre 2023. Et l'objectif de ces deux travaux, donc sur ce nouveau projet qui se fait dans le cadre d'un consortium avec l'École de l'air de Cernes-Provence, avec l'Université de Montpellier et puis donc deux industriels, donc Beyond the Sea et Clé France. Donc notre objectif côté IMS, c'est de gérer toute la partie contrôle automatique du kite, c'est-à-dire en fait positionnement idéal du kite, et de gérer toute la partie supervision du kite, c'est-à-dire en fait regarder comment se comporte le kite lorsqu'il fonctionne et éventuellement prévoir ou anticiper sur des dégradations, constater qu'en fait il ne se comporte plus totalement normalement. Donc soit parce que lui se détériore, soit parce que les conditions de vol évoluent aussi, et donc réagir de façon à anticiper les problèmes et éventuellement optimiser l'utilisation de ce kite. Comment le travail se répartit-il entre les différents partenaires, parties prenantes du projet ? Eh bien, nous avons l'équipe de Beyond the Sea qui va concevoir le kite, faire fabriquer les kites et aussi concevoir tous les systèmes avec l'autre industriel, Clé France, qui est nécessaire pour la mise en œuvre, le hardware, on va dire, avec des moteurs, des réducteurs, des tambours sur lesquels s'enroulent les lignes, un mât pour envoyer le kite, une platine sur laquelle est repris tous ces efforts, et ces efforts vont être transmis au bateau. Et chez Beyond the Sea, on a des gens qui sont aussi responsables des essais, et toutes les données qu'on va enregistrer pendant les essais, on va pouvoir les alimenter et les transmettre au laboratoire. On les invite, d'ailleurs ils sont venus, les thésards, aux essais, je crois, la semaine dernière. Ils vont comparer quelque part les données qu'on envoie aux actionneurs par rapport à la cinématique que suit le kite et toutes ces données enregistrées, après ils vont pouvoir les traiter dans des algorithmes et démarrer de l'intelligence artificielle pour améliorer le pilote, et puis pour que le pilote aussi puisse détecter des pannes, puisse détecter des déchirures ou des altérations de la performance. On n'a pas beaucoup d'infos nous sur le kite, parce que le kite c'est que du tissu et des lignes, et puis on ne peut pas l'alourdir, et donc plus on a de données, plus l'intelligence artificielle arrivera à détecter différents problèmes selon son comportement, selon la signature des réponses du kite par rapport aux commandes qu'on lui donne. Dans quelle mesure la collaboration avec une structure, un établissement comme Bordeaux INP est importante dans la mise en œuvre d'un projet comme Beyond the Sea et donc SeaKite pour vous ?
C'est primordial parce qu'un thésard va avoir énormément de recul par rapport au travail, nous, qu'on peut avoir au quotidien. Et il nous amène une dimension scientifique qui nous permet de comprendre les phénomènes. Il y a toujours un espèce de parallèle qu'on attend entre nous, ce qu'on observe, et eux, ce qu'ils comprennent. Et donc, quand on a compris un phénomène, on sait beaucoup mieux le traiter. Et sinon, quand on l'observe, on bidouille. Et puis, plus on va aller vers des kites de grande dimension, moins les essais sont possibles. Déjà, le kite, les lignes sont plus longues, donc on le voit de moins en moins. Et puis les efforts sont beaucoup plus importants et tout à l'avenant, donc il faut maîtriser le kite en petite dimension de manière empirique, je dirais, et sur cette maîtrise-là, acquérir tout un savoir-faire grâce aux scientifiques. Et quand on a ce savoir-faire, on est capable après, avec l'appui des programmes de conception sur ordinateur, de faire des simulations, de faire des calculs. Il y a tout un travail avec les autres universités pour faire ce qu'on appelle des jumeaux numériques, pour pouvoir simuler tout ce qui va se passer dans la vie du kite grâce à ce travail. Patrick Lanus, quels autres systèmes pourraient être, je mets des guillemets, augmentés en quelque sorte par cette innovation qui est travaillée ici ? Alors, le travail que l'on fait sur le kite, c'est le type de travail qu'on a déjà pu faire par ailleurs sur d'autres systèmes de nature totalement différente. Ce qu'il faut savoir, c'est que les algorithmes qu'on utilise sont des algorithmes très génériques, si ce n'est qu'à chaque fois qu'on découvre une nouvelle application, typiquement le kite aujourd'hui, ça nous permet de gagner en connaissance, d'augmenter la complexité et le potentiel des algorithmes que l'on développe. Donc les algorithmes que l'on développe donc sur le type de système comme le kite, c'est des algorithmes qu'on va pouvoir réutiliser ensuite et qu'on a déjà parfois utilisés. Qu'on a utilisé par exemple avec la société Valorem sur du contrôle d'éoliennes, qu'on a utilisé pour des piles à combustible avec la société Stellantis, donc Peugeot, Citroën, Chrysler, Fiat, etc. Et que maintenant on est aussi en train de développer pour gérer des choses qui semblent ne rien avoir à voir, sur par exemple du contrôle de réseaux de chaleur pour des bâtiments, pour des villes. Donc à chaque fois qu'on a un travail avec un industriel, c'est en fait une réelle synergie on transfère nos connaissances et grâce à ce transfert, grâce à cette collaboration, ça nous permet aussi de gagner en connaissances. Et donc ce n'est qu'un éternel recommencement. Quelle est la suite du projet maintenant, des expérimentations à venir ? Alors bien sûr, on continue à expérimenter et sur notre catamaran Seakite, on a aussi des essais qui se passent sur la plage et donc on monte en puissance. On a commencé avec des ailes de 25 mètres carrés. Aujourd'hui, on en a des ailes de 50 mètres carrés. Et on va doubler de surface tous les ans. On souhaite arriver jusqu'à des ailes de 1600 mètres carrés à terme pour les plus gros navires. Et avoir un pilotage de plus en plus fiable et puis de pouvoir intégrer des automatismes dans toute la chaîne de gestion de l'aile entre le moment où il est rangé dans sa soute et le moment où il est en l'air, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et nous allons suivre tout cela, projet donc porté par le laboratoire IMS. Oui, alors donc rappelons juste que le laboratoire IMS, donc c'est un laboratoire qui est en co-tutelle, donc avec comme co-tutelle Bordeaux INP, l'Université de Bordeaux et le CNRS. Et d'ailleurs, dans ce projet sont également impliqués 2 de mes collègues qui font partie de l'Université de Bordeaux. Nous 3, bien évidemment, faisant partie du groupe automatique de ce laboratoire qui comporte également des électroniciens, des traiteurs de signaux, des gens qui s'intéressent à la cognitique, etc. Donc nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, nous encadrons des doctorants. Et donc à chaque fois, dans tous ces projets-là, on transmet notre connaissance, on forme de futurs ingénieurs spécialisés en recherche et développement. Et c'est une grande partie, mis à part les rencontres qu'on peut faire dans des cadres avec des industriels, c'est une grande partie de notre plaisir.
Merci pour toutes ces explications. Nous entrons toujours ici depuis la Teste dans la dernière partie du podcast et je vous propose un autre nouveau rendez-vous dans les conversations de Bordeaux INP, la chronique du mois. Nous continuons d'approfondir ce sujet de la décarbonation des transports maritimes puisque cette fois-ci, nous parlons du projet EOL avec Guillaume Vance. Eh bien bonjour, je m'appelle Guillaume Vance, je suis professeur des universités à Bordeaux INP et je suis spécialiste de l'énergie solaire photovoltaïque et en particulier des panneaux solaires à base de polymères, des panneaux solaires imprimables, très fins, très légers, très respectueux de la planète au niveau de leur processus de fabrication. Je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle EOL. EOL, une start-up aujourd'hui cofondée il y a 3 ans, qui a l'ambition de commercialiser des voiles de bateaux solaires. Parce que il se trouve que je suis aussi marin, amateur, et donc j'ai le plaisir de conjuguer ces deux choses, l'énergie solaire qui me passionne, et la mer, et les voiliers. Alors l'idée, c'est qu'un voilier aujourd'hui, ça avance à la voile, donc ça c'est relativement sympathique pour la planète, mais alors quand il n'y a pas de vent, ça n'avance pas. Et ce que font les voiliers aujourd'hui, c'est qu'ils démarrent des moteurs diesel ou alors simplement pour recharger les batteries pour les besoins du bord d'un bateau. Avoir des énergies renouvelables à bord des bateaux, c'est possible. Avoir de l'énergie solaire, c'est possible aujourd'hui, mais la place libre sur le pont d'un bateau, c'est quand même pas énorme. Et donc, on a quand même du mal à mettre beaucoup d'énergie. En particulier, si on commence à vouloir envisager que le bateau, il devienne motorisé avec de l'électrique, donc décarboner vraiment l'ensemble de la flotte de voiliers, on n'aura pas assez de place, pas assez de batterie, pas assez de sources d'énergie renouvelable. Et il suffit de lever la tête et de regarder la voile et se dire, mince, là-haut, il y en a de la place. C'est immense. Et c'était un peu l'idée à la base de vouloir faire des voiles solaires. Et grâce à cette technologie à base de polymères, les panneaux sont très souples, très légers, et on peut envisager d'en faire des voiles. Chez EOL, on a eu cette idée un peu folle en 2019 et on a réalisé le premier prototype de grande surface avec une voile de 92 mètres carrés qu'on a fabriqué au printemps 2022 et qui est toujours en test aujourd'hui et on en est très satisfait. Cette voile, elle est prototypaire et elle permet à un bateau, en l'occurrence un catamaran d'environ 50 pieds, d'être autonome en énergie pour l'usage du bord, c'est-à-dire pilotage automatique, ordinateur de bord, frigo, etc., éclairage. Pas encore la motorisation parce que ça reste un prototype, mais à terme, le rêve d'EOL, c'est d'avoir des voiles entièrement solarisées avec une technologie qui sera encore meilleure dans quelques années pour permettre d'avoir assez d'électricité pour alimenter des moteurs électriques. Mon rêve à moi, c'est qu'un jour de pétole, c'est les jours où il n'y a pas de vent, on voit passer au large des bateaux qui ont quand même leur voile dehors alors qu'il n'y a pas de vent et qui avancent à l'électrique sans même pomper dans leur batterie. Alors, pour en savoir plus sur ce projet, je vous invite à visiter le site web d'EOL, www.eole.fr. Merci Guillaume Vance. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé ou permis la production de ce podcast. À vous Patrick Lanus, à vous Yves Parlier. Je vous dis donc bon vent, comme disait Georges Pernou. Pour en savoir plus sur ce projet, je vous invite à visiter le site internet de votre société, beyondthesea.com. Et à bientôt pour un nouvel épisode des Conversations de Bordeaux INP.